Bonjour à tous sur la chaîne, aujourd'hui nous avons un sujet vraiment captivant. On parle souvent de la façon dont les anciens construisaient des mégalithes, comment ils parvenaient à faire fondre des briques et à détruire des villes entières grâce à des températures élevées. Nous pouvons encore aujourd'hui voir les vestiges de ces villes fondues. Dans cet épisode, nous allons parler d'une théorie inhabituelle qui non seulement explique tous ces phénomènes, mais ouvre aussi les yeux sur bien plus. Bien sûr, la science officielle a depuis longtemps relégué de telles idées au domaine de la fiction, car selon eux, les hommes des cavernes ne pouvaient tout simplement pas posséder de telles technologies. Mais en même temps, ils ne peuvent pas eux-mêmes expliquer comment les pierres ont été fondues. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire peu connue, liée à des technologies anciennes qui, à première vue, conviennent davantage à des films de science-fiction qu'aux pages poussiéreuses des manuels d'histoire. Il sera question d'armes à énergie dirigée. Oui, je comprends, cela sonne futuriste. Vous serez surpris de voir à quel point les racines de ces technologies remontent loin dans le passé et combien de temps elles ont pu être cachées, ignorées ou tout simplement passées sous silence. Voyons cela de plus près. Commençons par Archimède. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler à l'école. Ce savant de la Grèce antique à qui l'on attribue la création de la vis d'Archimède et qui serait sorti nu dans la rue en criant Eureka. Si l'on y réfléchit, son image ressemble vraiment à une figure collective symbolisant les technologies et connaissances perdues. Et c'est là que commence le plus intéressant. Il existe une légende selon laquelle Archimède aurait créé ce qu'on appelle le rayon de la mort. Un dispositif qui, selon la tradition, aurait mis le feu aux navires romains pendant le siège de Syracuse. C'est l'un des épisodes historiques les plus célèbres. Mais de nos jours, on balaie souvent cela comme un mythe ou même de la propagande. Alors où est le problème? Ne pourrait-il pas s'avérer que cette histoire soit plus proche de la vérité que nous n'avons l'habitude de le penser? S'il existait réellement un dispositif capable de faire fondre du métal par la lumière solaire, quelle conclusion en tirer? Serait-il possible qu'il s'agisse d'une arme de réinitialisation, d'un outil capable d'effacer des villes de la surface de la Terre, ou même de détruire des civilisations entières? On attribue à Archimède des découvertes en hydrostatique et en mécanique, ainsi que de nombreuses inventions. La vie pour l'irrigation, le grappin capable de renverser des navires, et d'autres encore. Toutes ces choses sont considérées comme réelles, mais quand il s'agit du rayon thermique, les historiens deviennent soudainement sceptiques. Trop fantastique, disent-ils. Et même ceux qui ont tenté d'étudier cette histoire, comme l'équipe des Mythbusters, présentent souvent tout avec ironie, ou dans la meilleure tradition, attribuent tout aux extraterrestres. Honnêtement, c'en devient ridicule. Mais est-il vraiment si invraisemblable de supposer que dans l'Antiquité, on aurait pu développer un moyen de concentrer la lumière solaire au point d'enflammer des navires ennemis? Surtout si l'on considère que d'autres inventions d'Archimède étaient non seulement réelles, mais révolutionnaires? Pourquoi cette histoire en particulier est-elle considérée comme une invention? Ne pourrait-il pas s'agir d'un génie qui a changé le cours de la science dans plusieurs domaines et qui aurait tout à fait pu concevoir une technologie d'armes solaires? Les expériences modernes, bien qu'elles n'aient pas donné de résultats univoques, ont tout de même montré qu'avec des miroirs, on peut concentrer la lumière solaire suffisamment pour enflammer des matériaux combustibles. Peut-être avons-nous affaire non pas à un mythe, mais à une technologie oubliée, mal comprise ou simplifiée. Il est important de comprendre que les connaissances anciennes en optique n'étaient nullement primitives. Les Grecs et les Romains maîtrisaient bien les lentilles et la réflexion de la lumière, ce qui signifie qu'ils avaient à la fois les connaissances et les technologies pour créer une telle arme. Un autre historien antique suppose qu'Archimède utilisait ce qu'on appelle le ver à feu dans le cadre de son légendaire rayon de la mort. Cela ouvre une toute nouvelle direction de réflexion. Ne confondons-nous pas les miroirs à feu avec les vers à feu. Bien que les deux technologies soient similaires, ce n'est pas la même chose. Et c'est peut-être précisément cette différence qui est la clé pour comprendre la frontière subtile entre le mythe et la réalité dans l'histoire d'Archimède. Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une arme d'une puissance incroyable aurait pu n'être en réalité que l'utilisation avancée de lentilles et de miroirs, connues sous le nom de vers à feu ou lentilles de phare ou de Fresnel. Ces dispositifs avaient effectivement une application légitime et pratique dans l'Antiquité. Les vers à feu suscitaient l'admiration pendant de nombreux siècles. En essence, ce sont de grandes lentilles convexes qui concentrent la lumière solaire sur une petite surface, amplifiant son énergie thermique
au point de pouvoir provoquer un incendie ou même cautériser des blessures. Et ce n'est pas simplement une belle légende. De telles applications sont attestées dans plusieurs sources historiques. Les auteurs romains, dont Pline l'Ancien, mentionnaient l'utilisation de récipients en verre remplis d'eau pour focaliser les rayons solaires avec une telle précision qu'ils pouvaient enflammer des tissus. Plutarque écrivait d'un miroir à feu utilisé dans le temple de Vesta, lieu où était maintenu le feu sacré éternel de la déesse Vesta. Il est également à noter que les lentilles de Pharos, celles la même utilisées dans les phares, étaient à l'origine des verres à feu et remplissaient essentiellement la même fonction. Lors de mes recherches sur les phares antiques, je suis tombé à plusieurs reprises sur des mentions selon lesquelles ces lentilles auraient bien pu servir d'armes à action dirigée. Presque tous les phares originaux de l'Antiquité étaient équipés de lentilles, mais de nos jours ils ont été remplacés. Et cela ressemble à une simplification qui n'est pas accidentelle. On peut trouver sur Internet des preuves vidéo de la puissance que peut avoir l'effet de la lentille de Pharos. Nous demande-t-on vraiment de croire que de telles connaissances étaient inaccessibles aux civilisations antiques? Ainsi, la légende du rayon de la mort d'Archimède pourrait bien être une incompréhension. Non pas un mythe, mais une technologie oubliée. D'autant plus que la discussion de cet événement dans la littérature grecque n'apparaît que des siècles après le siège de Syracuse lui-même. Et l'absence de mention dans des sources plus anciennes ne fait qu'alimenter le scepticisme. Cependant, il ne faut pas oublier qu'en Antiquité, les technologies particulièrement importantes pouvaient être délibérément dissimulées. Oui, des historiens comme Tite-Live et Plutarque mentionnent le siège de Syracuse, mais ne disent pas un mot du rayon de la mort. Mais est-ce que cela signifie automatiquement qu'il n'existait pas? Peut-être qu'une arme aussi destructrice a été délibérément omise des chroniques. Les sceptiques pointent également le fait que Dioclès, qui a écrit un traité sur la combustion des miroirs, est né environ 50 ans après Archimède. Oui, il ne dit nulle part explicitement qu'Archimède a construit une arme basée sur des miroirs paraboliques. Mais ne nous perdons pas dans les détails et ne manquons pas l'essentiel. Toute l'œuvre de Dioclès est littéralement consacrée à la façon de brûler des objets avec des miroirs. De plus, le texte original ne nous est pas parvenu, nous n'avons que des copies et des traductions, souvent recopiées. Et voici ce qui est particulièrement intriguant. Immédiatement après ses réflexions sur les miroirs ardents, Dioclès commence à parler d'Archimède dans le contexte de la géométrie. Une coïncidence ou une transmission voilée des connaissances? Réfléchissons un instant à l'hypothèse de la chronologie fantôme. Pourquoi y a-t-il un fossé si marqué entre les sources arabes et grecques antiques concernant le rayon de la mort d'Archimède? Ne serait-ce pas que ces histoires colorées d'hommes nus courant dans les rues en criant Eureka n'étaient qu'une exagération ou une insertion littéraire? Ces incohérences dans les descriptions historiques ne font qu'aggraver la confusion. Il est curieux que les références à Archimède et à son rayon mortel n'apparaissent que 400 ans après la date supposée de sa mort. Et ce, dans des sources comme le texte d'Hippolyte ou la description des bains d'Archimède, qui sont eux-mêmes pleins d'interprétations douteuses et d'insertions. Mais parmi ces mentions tardives, il y a un point intéressant. Dans l'un des textes controversés, il est dit qu'Archimède brûlait les navires ennemis grâce à la science. Le rayon de la mort n'est pas mentionné directement, mais c'est considéré comme une référence antique à l'utilisation du feu combiné à la technique, c'est-à-dire l'application des connaissances à des fins de destruction ciblée. Voilà qui est sérieux. Oui, quelqu'un pourrait dire « Et alors, ce n'est qu'une autre variation sur le thème du feu grégeois ». Mais alors, pourquoi l'auteur n'a-t-il pas décrit le mécanisme plus en détail? Après tout, l'idée des miroirs brûlants et des lentilles à feu était connue bien avant cela. Serait-ce que cette connaissance a été délibérément reléguée au rang des mythes? La mention suivante n'apparaît que 700 ans après la vie d'Archimède. Et les sceptiques se demandent légitimement pourquoi aucun contemporain d'Archimède n'a mentionné une technologie aussi incroyable. Comment quelqu'un, des siècles plus tard, peut-il parler avec certitude d'un événement qui aurait dû stupéfier l'esprit du monde antique entier? Ce n'est bien sûr pas une preuve définitive de l'absence du rayon de la mort, mais cela crée un effet de décalage temporel dans notre chronologie familière. Et maintenant, regardons le texte appartenant au mathématicien Antémius de Tralles. Il a tenté de reconstruire la méthode d'Archimède. Antémius a supposé qu'Archimède brûlait les navires romains à l'aide de miroirs. Cela signifie que l'histoire elle-même était connue, les gens comprenaient le résultat, des navires brûlés à distance, mais ne connaissaient pas le mécanisme exact. Il leur manquait le maillon clé. La géométrie, les matériaux,
la configuration. Antémius pensait que c'était possible, son traité « Paradoxe mécanique » contient même un chapitre entier consacré aux vers à feu. Et sa confiance ne semble pas naïve, au contraire, il était convaincu qu'une telle configuration de miroir pouvait provoquer un incendie à grande échelle, si l'on concentrait l'énergie au bon endroit. Mais regardez de quelle manière intéressante se développe le récit. Dans la plupart des versions, nous n'entendons parler que de l'application défensive de la technologie d'Archimède, comme une invention qui protégeait Syracuse de l'invasion. Cependant, l'idée même d'utiliser la lumière solaire concentrée comme arme n'est pas apparue soudainement. Ses racines remontent à la haute Antiquité et les mentions sont éparpillées à travers les époques. Comme si quelqu'un avait tenté de préserver ses connaissances sans les transmettre ouvertement. Mais et si le dispositif d'Archimède n'était pas simplement un outil de défense? Et si son application allait bien au-delà de la protection de la ville? Et si elle avait d'autres applications, bien plus efficaces ou même dangereuses? Si destructrices que nous n'en sommes parvenus que très peu d'informations sur sa construction. Les sceptiques pointent les divergences entre les différentes versions de cette histoire comme preuve de son caractère fictif. Mais je vois cela autrement. Les divergences ne prouvent pas que l'histoire est fausse, bien au contraire. Cela pourrait être l'écho d'une technologie perdue, de connaissances dont nous ne sommes parvenus que des fragments et des reconstructions. Jugez par vous-même si avant Antémius personne n'avait mentionné l'utilisation par Archimède de miroirs à feu, d'où venait alors l'idée même? L'hypothèse selon laquelle tout a été inventé de toutes pièces ne résiste à aucune critique. Car déjà 50 ans après la mort d'Archimède, commencent les discussions sur les miroirs courbes paraboliques, capables de focaliser la lumière solaire en un point de chaleur extrême. De tels vers à feu dans la Rome antique semblaient être utilisés même pour la préparation des aliments. Alors peut-être qu'Archimède n'est qu'un symbole, un masque pour une technologie cachée remontant à un passé plus profond? Peut-être s'agit-il d'une combinaison de miroirs courbes et de lentilles, d'une technologie qui fut ensuite perdue, mais enveloppée dans une légende. En 1973, le scientifique grec docteur Ioannis Sakas a mené une expérience. 60 marins utilisèrent des miroirs allongés pour focaliser les rayons solaires sur un navire en bois situé à 50 mètres. Le navire prit feu. Cela est devenu une preuve moderne du fait qu'une telle technologie était réelle et aurait tout à fait pu être utilisée par Archimède. Le principe était le même que dans les fours solaires modernes, atteignant des températures équivalentes à 10 000 rayons solaires. Tout cela grâce à la focalisation ponctuelle de la lumière. Il est curieux que dans les descriptions du dispositif supposé d'Archimède soient mentionnés à la fois des miroirs et des vers à feu. Peut-être s'agit-il d'une confusion de traduction, ou peut-être Archimède utilisait-il réellement une lentille ou une loupe antique pour enflammer des navires à distance. Selon certaines descriptions, Archimède aurait mis le feu non pas à un ou deux, mais à toute une flotte romaine, la réduisant en cendres. Alors de quoi parlons-nous réellement? De miroirs, de verres, ou d'un système hybride? Nous avons des raisons de penser que cela aurait pu être les deux. Il est bien connu que les Grecs et Romains antiques connaissaient les lentilles réfractantes. Même Aristophane les mentionne dans sa comédie « Les nuées ». Et l'utilisation de récipients en verre remplis d'eau comme instruments grossissants et à feu était courante dans l'Empire romain. Mais sortons de l'image des navires en flammes. Si une telle technologie existait réellement, aurait-elle pu être utilisée pour incendier ou même faire fondre des villes entières? Si oui, tout devient évident. Pourquoi on n'en parle pas dans les sources ouvertes? Une telle arme n'a pas simplement été oubliée. Elle a peut-être été délibérément enveloppée de secrets. Souvenez-vous du feu grégeois. Une autre arme perdue de l'Antiquité qui fonctionnait essentiellement comme un lance-flammes antique. Cette technologie était un secret d'État strictement gardé. Ainsi, si même le feu grégeois était maintenu sous un contrôle strict, on peut supposer avec certitude qu'un dispositif capable d'enflammer à une distance encore plus grande, qu'il s'agisse du rayon de la mort ou d'une technologie similaire, aurait été gardé dans un secret encore plus grand. Bien qu'il existe de nombreuses hypothèses fondées sur la composition du feu grégeois, sa formule exacte reste encore un mystère. Peut-être que certaines technologies hautement destructrices du passé ont été délibérément maintenues secrètes. Cela peut sembler invraisemblable, mais il existe des témoignages factuels qui sont généralement attribués à l'activité d'anciens extraterrestres. Prenons par exemple les mystérieuses ruines anciennes en Écosse, vestiges de fortifications ou même de villes entières. Ce qui est intrigant,
Beaucoup d'entre elles ont subi l'effet de températures extrêmement élevées, si puissantes que les murs de pierre se sont littéralement fondus et transformés en verre. Ce phénomène est connu sous le nom de forts vitrifiés, et il est depuis longtemps l'objet d'études scientifiques. Initialement, on pensait que les forts vitrifiés étaient un phénomène unique, propre exclusivement à l'Écosse. Mais plus tard, des structures similaires ont été découvertes dans d'autres parties de l'Europe du Nord et de l'Ouest, puis plus tard dans le monde entier. Nous parlons de fortifications massives en pierre, comme celle de Dundee-Ardile, construites aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ, et elles sont littéralement fondues. Certains chercheurs affirment que pour obtenir un tel effet, les hommes de l'âge de pierre auraient eu besoin d'une technologie comparable au laser. Est-il possible que nous ayons devant nous les traces d'une arme antique superpuissante, capable de faire fondre la pierre? Les chercheurs alternatifs supposent volontiers que les anciens avaient effectivement une technologie permettant d'adoucir ou même de faire fondre des pierres, par exemple lors de la construction de mégalithes. Cependant, une perspective plus sombre est souvent négligée. Et si cette technologie avait été utilisée non seulement pour la construction, mais aussi pour la destruction? Aurait-elle pu être appliquée pour effacer des villes de la surface de la Terre, pour détruire complètement des civilisations? La plupart des forts vitrifiés sont effectivement concentrés en Irlande et en Écosse. Nous parlons de châteaux et de fortifications dont les murs se sont calcinés et fondus de manière vitreuse sous l'effet de la chaleur. Les habitants appellent parfois de telles fortifications « vitrified », ce qui en irlandais signifie « fondu ». De nombreux chercheurs ont sérieusement envisagé la possibilité que la vitrification d'anciennes structures en pierre ait été le résultat d'actions militaires dans lesquelles était utilisée une technologie capable de faire fondre les pierres. Pour la vitrification, il faut une température d'environ 1100 degrés Celsius et dans certains cas jusqu'à 1650. Il est évident que les incendies de forêt ordinaires ne pouvaient atteindre un tel niveau de chaleur. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que les Romains pourraient en être responsables. La chronologie indique que c'est précisément à la période où, selon les archéologues, ces forts ont été construits, que les Romains menaient une lutte acharnée contre les druides. Ces dates coïncident également avec le siège de Syracuse par les Romains, au cours duquel, selon les affirmations, Archimède aurait utilisé ses inventions. Mais et si nous avions tout compris de travers? Et si le rayon mortel d'Archimède n'était pas grec mais romain? Si les Romains n'avaient pas encore cette technologie, ils auraient pu très bien la développer eux-mêmes. Les forts vitrifiés pourraient-ils donc être les traces de l'application d'une arme antique à énergie dirigée, capable d'incinérer des villes entières? Ce phénomène ne se limite pas à l'Irlande et à l'Écosse. Il existe une explication populaire selon laquelle les anciens forts étaient construits en bois et en pierre, puis spécialement incendiés, pour créer l'effet de fusion. Cependant, il convient de noter qu'aucun texte ancien ne mentionne une telle méthode de construction, et il n'existe pas de preuve directe de son application. En réalité, il existe plus de confirmations en faveur de la théorie du rayon de la mort d'Archimède qu'en faveur de l'idée d'une combustion délibérée de constructions en bois pour faire fondre la pierre. De plus, les expériences modernes ont déjà prouvé la possibilité de créer des miroirs à feu capables d'enflammer des objets à distance. En revanche, il n'y a pas encore eu de tentative réussie pour recréer la méthode de vitrification des fortifications par combustion de bois. Le phénomène de vitrification de la pierre reste un sujet d'étude dans le monde entier. Nous savons maintenant qu'il existe des preuves convaincantes indiquant qu'une chaleur extrême a effectivement transformé certaines villes ou forteresses antiques en verre. Les principales hypothèses pointent soit vers des actions militaires, soit vers des phénomènes catastrophiques d'origine non naturelle. Il est également intriguant que les légendes médiévales abondent d'histoires de tourbillons de feu descendant du ciel et détruisant des villes. Ce type de récit se rencontre dans les cultures les plus diverses et n'est pas nouveau. Nous connaissons tous l'histoire biblique de Sodome et Gomorrhe, où du feu et du soufre tombèrent du ciel, un analogue du feu grégeois. L'épouse de l'eau, comme on le sait, fut transformée en statue de sel, ce qui pourrait symboliser le résultat d'une action thermique ou chimique. Si ce n'était pas le rayon de la mort, alors peut-être que les cultures anciennes possédaient la capacité de projeter du feu à distance, en amplifiant sa chaleur grâce à des lentilles optiques ou à certains mélanges combustibles. Qui plus est, dans l'Iliade, les dieux homériques interviennent souvent dans le cours des batailles,
envoyant du feu du ciel sous les formes les plus diverses. Une description similaire se trouve dans les textes anciens chinois et indiens, où sont mentionnées des flèches de feu, des armes célestes et des dispositifs capables d'être lancés sur de grandes distances. Certains chercheurs pensent que de telles descriptions ne sont pas de simples mythes, mais des souvenirs embellis d'événements réels. Peut-être liés à des technologies anciennes ou à des phénomènes naturels dont la signification a été perdue. Il convient également de mentionner la chambre noire, un concept décrit pour la première fois par Aristote au IVe siècle avant notre ère, puis développé par le savant chinois Mozi et l'érudit iranien Ibn al-Haytham. Cela indique un profond intérêt antique pour l'optique et le contrôle de la lumière. Il est particulièrement remarquable que Shen Kuo, homme d'État de la dynastie Song, ait clairement formulé le lien entre les points focaux, points d'inflammation, et la chambre noire dans son traité Essai du pavillon du lac, dès 1088. Cela prouve une fois de plus que les civilisations anciennes possédaient au moins des connaissances fondamentales en optique, peut-être bien plus avancées que nous n'avons l'habitude de le penser. Il faut ensuite se souvenir des histoires bibliques, comme le récit des trompettes à la bataille de Jéricho, qui peuvent être interprétées comme une possible mention d'une ancienne arme à énergie dirigée. Selon le récit, les Israélites marchèrent autour des murs de la ville pendant 7 jours, puis, le 7e jour, les prêtres sonnèrent de la trompette, emportant l'arche d'alliance, et alors les murs de Jéricho s'effondrèrent un peu, permettant une attaque foudroyante. Peut-on considérer cela comme une allusion à une version ancienne d'une arme à énergie dirigée? Certains supposent qu'il y avait une action acoustique basée sur la cymatique, la science des vibrations sonores, qui, comme on le sait, était appliquée dans l'architecture ancienne, non seulement à des fins spirituelles, mais peut-être aussi destructrices. Le livre de l'Apocalypse contient également des images étranges et puissantes. Les 7 sceaux, le son des 7 trompettes, le versement des 7 coupes de la colère. Tous ces événements sont accompagnés de catastrophes mondiales. Par exemple, la première trompette provoque de la grêle et du feu, mélangés de sang, brûlant un tiers de tous les arbres de la terre. Apocalypse 8 septoroté. Certains chercheurs pensent que ce qui est décrit ici pourrait ne pas être une simple intervention divine, mais l'utilisation d'une technologie avancée, peut-être militaire. Le motif de la trompette comme moyen de destruction dirigé par le son se répète dans plusieurs manuscrits médiévaux, ce qui pourrait indiquer une technologie préservée dans la mémoire culturelle, et non simplement une symbolique. La technologie des miroirs et lentilles à feu ne se limite pas non plus à Archimède. Il est important de distinguer les miroirs à feu des lentilles optiques, car dès le VIe siècle sont décrits des cas de leur utilisation. Par exemple, un certain ingénieur byzantin les utilisa pour détruire une flottille ennemie lors du siège de Constantinople. Alazen et Al-Beljassan discutent également des verres à feu dans leur célèbre œuvre Optique, s'inspirant des travaux des philosophes grecs antiques. Plus tard, au 8e siècle, Roger Bacon, célèbre alchimiste et savant, écrivait des possibilités des lentilles ardentes et d'autres dispositifs optiques. Le fait que ce sujet soit abordé dans le contexte de l'alchimie implique un niveau de secret, ou du moins un accès limité à ces connaissances. De nombreuses gravures alchimiques représentent de tels dispositifs, et Giambattista della Porta, auteur du livre Magie naturelle, décrit l'application pratique des verres à feu. Les gravures du XVIIe siècle confirment que les lentilles et les miroirs étaient utilisés pour allumer le feu, et leur diffusion et leur niveau de développement dans les années 1650 indiquent un haut niveau de recherche optique en Europe à cette époque. Et maintenant se pose la question principale. Si ces dispositifs pouvaient vraiment être efficaces dans les combats ou pour démontrer la puissance, ne serait-il pas avantageux pour les élites dirigeantes de cacher leur existence? De telles connaissances auraient pu être classifiées. Dans ce contexte, la mythologisation de tels dispositifs servirait de puissant outil de désinformation, détournant les masses et préservant la technologie pour une élite. Mais peut-être qu'une des parties les plus intrigantes de cette histoire est les expositions universelles, où, chose étrange, les technologies de rayons de la mort étaient parfois démontrées ouvertement. Ainsi, à l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904, fut présenté un dispositif appelé four solaire, créé par le prêtre portugais Manuel Antonio Gomes, plus connu sous le nom de Padre Himalaya Eyre. C'était un verre à feu inhabituel.
Au lieu d'une lentille, le dispositif utilisait une grille concentrique de miroir parabolique. En collectant la lumière solaire en un seul point, la température au foyer atteignait la température ahurissante de 3500 degrés Celsius, suffisante pour faire fondre les métaux et la pierre. Ce n'était pas qu'un spectacle, mais une démonstration des capacités étonnantes de l'énergie solaire concentrée. Le dispositif fit une telle impression qu'il remporta 2 médailles d'or et une d'argent à l'exposition. Alors, les lasers ont-ils vraiment été inventés seulement au XXe siècle, ou des technologies similaires étaient-elles connues des civilisations anciennes? S'il existait un dispositif capable de faire fondre du métal ou d'allumer un feu à distance, a-t-il été utilisé dans la guerre? Aurait-il pu détruire des navires ou même des villes entières, les effaçant de la surface de la Terre et de l'histoire? Et si les anciens possédaient vraiment une telle technologie? Abonnez-vous à ma chaîne Telegram, il y a beaucoup de choses intéressantes watch là-bas, ce que YouTube ne laisse pas passer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Partagez vos opinions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos.